Ce jour-là, devant 40 invités, j'ai compris qu'on peut perdre sa dignité en 1 seconde et la reconquérir en quelques minutes. Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 69 ans, et ce que je vais vous raconter ce soir n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de lucidité. Tout a commencé un samedi après-midi de juin, l'anniversaire de ma petite fille Louise, 8 ans. Des ballons roses partout, une table couverte de gâteaux, des rires d'enfants qui résonnaient dans le grand salon de réception que je possède depuis 32 ans, rue de la République. J'avais tout préparé avec soin, les nappes brodées que ma mère m'avait laissées, les fleurs blanches dans les vases en cristal, même le champagne, un bon crément de Bourgogne pour les adultes. Ma fille Camille était arrivée tôt avec son mari Julien et la petite Louise, puis, peu après, sa belle-mère, Madame Dufresne, grande, élégante, toujours vêtue de noir ou de gris perle, le genre de femme qui entre dans une pièce et fait baisser la température de 3 degrés. Elle m'avait salué d'un petit signe de tête froid, sans sourire. Rien de nouveau. Depuis le mariage de Camille, 5 ans plus tôt, cette femme me traitait comme une domestique. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Je l'ai senti dès qu'elle s'est assise à la table principale, celle réservée à la famille proche. Elle m'observait, pas discrètement. Non, elle me fixait avec ce petit sourire en coin qui me donnait toujours envie de disparaître. Les enfants jouaient. Louise ouvrait ses cadeaux. Tout se passait bien, jusqu'à ce que je serve le café. J'avais préparé un bon café corsé, comme j'aime le faire pour mes invités. Je suis passée près de Madame Dufresne avec le plateau en porcelaine, celui avec les fleurs peintes à la main, hérité de ma grand-mère. Elle a levé les yeux vers moi. « Vous en faites toujours trop, Élise. » J'ai souri poliment, comme toujours. Puis elle a ajouté, assez fort pour que plusieurs personnes entendent, « À votre âge, on devrait savoir se retirer avec grâce. Mais non, vous vous accrochez. » J'ai senti mes joues brûler, mais je n'ai rien dit. Pas devant Louise, pas devant les invités. J'ai posé la tasse devant elle, doucement. Et c'est là que c'est arrivé. Elle a pris la tasse, l'a regardée, puis, d'un geste rapide et violent, elle l'a jetée vers mon visage. Le café était brûlant. Je l'ai senti exploser contre ma peau, couler sur ma joue, dans mon cou. La douleur était immédiate, aiguë, humiliante. Autour de nous, le silence s'est abattu comme une chape de plomb. Et elle a souri. Un sourire froid, calculé. Velha pathetica. Vieille, pathétique. Elle avait dit ça en portugais, comme si utiliser une autre langue rendait l'insulte plus acceptable. J'ai cherché le regard de Camille, ma fille, mon unique enfant. Elle était à 3 mètres de moi. Elle avait tout vu, tout entendu. Et elle n'a rien dit. Ses yeux se sont posés sur moi 1 seconde, puis elle a détourné le regard. Rien, pas un mot, pas un geste. Le café continuait de couler sur ma blouse blanche. Ma peau me brûlait. Mais plus encore que la douleur physique, c'était ce silence, celui de ma propre fille, qui me déchirait. J'ai murmuré « Excusez-moi » et je suis partie vers le petit cabinet de toilette, au fond du couloir. Mes mains tremblaient en ouvrant le robinet. L'eau froide sur mon visage, les larmes qui montaient, que je refoulais. Je me suis regardée dans le miroir. Cette femme qui me fixait, je ne la reconnaissais plus. Quand avais-je accepté d'être traitée ainsi? Quand avais-je laissé ma propre dignité glisser entre mes doigts, par peur de déranger, par peur de perdre Camille? Dans le reflet, j'ai vu la petite broche en argent que je portais toujours, celle que mon père m'avait offerte à mes 16 ans. « Tiens-toi droite, Élise. » Toujours. J'ai respiré, profondément. Puis j'ai ouvert mon sac à main et j'en ai sorti une enveloppe bleue. À l'intérieur, il y avait un document que je gardais avec moi depuis des années. Un document que peu de gens connaissaient, la certident de propriété du salon, le titre de propriété. Ce salon, ses murs, ce parquet, ses lustres, tout était à mon nom, depuis 1992. Hérité de mes parents, jamais vendu, jamais cédé. J'ai regardé le papier une dernière fois, puis j'ai refermé l'enveloppe, séché mes larmes, redressé mes épaules, et je suis revenu. Les conversations avaient repris, mais dans un murmure gêné. Madame Dufresne parlait à Julien, l'air satisfait. Camille servait le gâteau à Louise, les yeux baissés. Personne ne m'a entendu revenir. Je me suis arrêtée au centre du salon, et j'ai dit, d'une voix calme mais ferme, « Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. » Le silence est retombé. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai sorti l'enveloppe. Ce salon appartient à ma famille depuis 3 générations. Il est inscrit à mon nom.
J'ai levé le document bien haut. La fête est terminée. Je demande à tous les invités de bien vouloir se retirer, immédiatement. Madame Dufresne a pâli. Camille a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Julien s'est levé, confus. Élise, qu'est-ce que... Maintenant, s'il vous plaît. Ma voix ne tremblait plus. Parfois, on se demande si on a déjà été déçu par quelqu'un qu'on aimait. Et vous? Avez-vous déjà été trahi par le silence de ceux qui auraient dû vous défendre? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Les premiers à partir ont été les voisins, puis les collègues de Julien, puis les parents des petits camarades de Louise. Ils ramassaient leurs manteaux en silence, évitaient mon regard, murmuraient des excuses embarrassées. Certains me serraient la main en passant. D'autres filèrent vers la sortie, comme si le salon était en feu. En moins de 10 minutes, il ne restait plus que nous. Camille, Julien, Madame Dufresne, la petite Louise qui tenait son ours en peluche contre elle, les yeux ronds, et moi, debout au centre de mon salon, le document toujours à la main. Madame Dufresne a été la première à réagir. Elle s'est levée lentement, très droite, le menton haut. Elle a lissé sa jupe grise avec un geste mécanique, comme si rien de grave ne venait de se passer. « Vous êtes ridicule, Élise. » Sa voix était glaciale, posée, celle d'une femme habituée à dominer les situations. « Vous faites un scandale devant votre propre petite fille. Pourquoi? Pour un accident? Un accident. Elle venait de m'insulter, de me brûler au visage avec du café bouillant devant 40 personnes. Et elle appelait ça un accident. J'ai senti la colère monter. Mais je l'ai retenue. Je ne voulais pas crier. Je ne voulais pas lui donner ce plaisir. « Madame Dufresne, » j'ai dit calmement, « ce salon est ma propriété. Je vous demande de partir. » Elle a ri. Un petit rire sec, presque méprisant. « Votre propriété? Vous croyez vraiment que brandir un vieux papier va changer quelque chose? » Elle a fait un pas vers moi. « Vous vivez dans le passé, Élise. Ce salon, c'est tout ce qu'il vous reste. Votre fille a grandi. Elle a sa propre famille maintenant. Et vous, vous êtes seule. » Chaque mot était une lame. Vous auriez dû comprendre depuis longtemps que votre place n'est plus ici. J'ai serré le document contre ma poitrine. Ma broche en argent brillait sous la lumière du lustre. « Tiens-toi droite, Élise. Je vous demande une dernière fois de partir. » Elle m'a fixé encore quelques secondes. Puis, elle a tourné les talons, attrapé son sac Hermès sur le dossier de la chaise et s'est dirigée vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle s'est retournée. « Vous allez le regretter. » Puis elle est partie. Le silence qui a suivi était lourd, étouffant. Julien regardait ses chaussures, les mains dans les poches. Il avait l'air d'un enfant pris en faute. Louise s'est approchée de moi, timidement. « Mamie, pourquoi tu pleures ?» Je ne m'étais même pas rendu compte que des larmes coulaient sur mes joues. Je me suis agenouillée devant elle. J'ai essuyé mes yeux et j'ai souri. « Ce n'est rien, mon trésor. Mamie a juste un peu mal, mais ça va passer. » Elle a posé sa petite main sur ma joue brûlée. « Ça fait mal? Un peu. Mais tu sais quoi? Les mamies sont solides. » Elle m'a serré dans ses bras, fort, comme seuls les enfants savent le faire, sans calcul, sans peur, sans jugement. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de Camille. « Maman. » Je me suis redressée. Je l'ai regardée. Ma fille, mon unique enfant, celle que j'avais portée, nourrie, protégée pendant 29 ans. Elle se tenait près de la table, les bras croisés, le visage fermé. « Maman, il fallait vraiment faire ça ?» J'ai cru mal entendre. « Faire quoi, Camille ?» Mettre tout le monde dehors, humilier ma belle-mère devant tout le monde, gâcher l'anniversaire de Louise. Chaque mot me frappait comme une gifle. Camille, elle m'a jeté du café brûlant au visage. Elle ne l'a pas fait exprès. Quoi? C'était un geste nerveux. Elle était stressée. Elle m'a insultée, Camille. Ma voix tremblait maintenant. Elle m'a traité de vieille pathétique, devant tout le monde, devant ta fille. Et toi, tu n'as rien dit. Camille a détourné le regard. Je ne voulais pas créer de conflit. Tu ne voulais pas créer de conflit. J'ai répété ces mots lentement, comme pour les comprendre. Ta propre mère se fait humilier sous tes yeux. Et toi, tu choisis de ne rien dire, pour ne pas créer de conflit. Tu ne comprends pas, maman. Ma belle-mère, elle est puissante. Elle a des relations. Elle aide Julien dans sa carrière. Si je la contrarie, elle s'est arrêtée. Mais j'avais compris. Ma fille avait peur. Peur de perdre le confort. Peur de déplaire. Peur de se retrouver seule. Elle avait choisi le silence, par calcul. Je me suis assise sur l'une des chaises.
Mes jambes ne me portaient plus. Julien a toussé, mal à l'aise. « Élise, écoutez, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Ma mère, elle peut être difficile, mais elle ne pensait pas à mal. Elle ne pensait pas à mal. » J'ai regardé le plafond, les moulures en stuc que mon père avait fait restaurer en 1985, les lustres en cristal que ma mère avait choisis avec soin. Ce salon avait été le théâtre de tant de moments heureux. Les anniversaires de Camille quand elle était petite, les dîners de famille à Noël, les mariages, les baptêmes, et maintenant, il était devenu le lieu de mon humiliation. « Julien, j'ai dit doucement, votre mère m'a manqué de respect, devant ma petite fille, devant vous, devant tout le monde. Je comprends que vous soyez blessé, mais... Non, vous ne comprenez pas. » Je me suis levée. Parce que si vous compreniez vraiment, vous ne seriez pas en train de minimiser ce qui s'est passé. Vous ne seriez pas en train de défendre l'indéfendable. Camille a soupiré, exaspérée. « Maman, arrête, tu dramatises. » « Je dramatise ?» Ma voix est montée d'un cran. « Camille, regarde-moi. » Elle a levé les yeux vers moi, agacée. « Regarde ma joue, regarde mon cou. Tu vois ces marques rouges? C'est là que le café a brûlé ma peau. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas de la dramatisation, c'est réel. » Elle a détourné le regard encore une fois, et c'est là que j'ai compris. Elle avait honte, pas de sa belle-mère, de moi. Elle avait honte que j'ai réagi, que j'ai défendu ma dignité, que j'ai fait une scène. Pour elle, j'aurais dû encaisser en silence, sourire, disparaître dans le décor, comme je l'avais toujours fait. Mais cette fois, je n'avais pas pu. Je me suis approchée d'elle. J'ai posé ma main sur son bras. « Camille, ma chérie, je sais que tu es prise entre deux familles. Je sais que c'est difficile, mais... » Elle a retiré son bras brusquement. « Non, maman. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une mère qui ne comprend pas que la vie a changé, que les relations familiales, ça se gère, que parfois, il faut savoir laisser passer. Laisser passer. » J'ai répété encore une fois, comme un écho vide. « Alors c'est ça que tu m'as appris, Camille ? Que se faire humilier, c'est quelque chose qu'on doit juste laisser passer ?» Elle n'a pas répondu. Julien a pris Louise par la main. « Viens, ma puce, on va rentrer à la maison. » Louise m'a regardée, les yeux tristes. « Mais mamie, et le gâteau ?»« Une autre fois, mon ange, » j'ai murmuré. « Une autre fois. » Ils sont partis, tous les trois. Camille n'a pas dit au revoir. Je suis restée seule dans ce grand salon où résonnaient encore les rires des enfants, 1 heure plus tôt. Je me suis assise sur le canapé en velours bordeaux, celui que ma mère avait acheté en 1978. J'ai posé ma tête entre mes mains. Et là, pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas de petites larmes discrètes. Non, j'ai pleuré comme on pleure quand on réalise qu'on a tout donné et qu'on s'est perdu en chemin. J'ai pleuré sur la petite Élise qui croyait que l'amour suffisait, sur la jeune mère qui pensait qu'élever sa fille dans la douceur ferait d'elle une femme forte, sur la grand-mère qui découvrait trop tard que le silence peut être la pire des trahisons. Les murs de ce salon avaient tout vu. Ils se souvenaient de tout. Des fêtes, des rires, des promesses. Et maintenant, ils étaient témoins de ma solitude. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon jusqu'à l'aube, entourée des restes de la fête. Les ballons roses qui se dégonflaient lentement, les assiettes en carton avec des miettes de gâteau, les serviettes froissées, tout ce qui restait d'un anniversaire gâché. À 5 heures du matin, j'ai commencé à ranger, mécaniquement, les mains occupées, la tête vide. Quand le soleil s'est levé, le salon était impeccable, comme si rien ne s'était passé. Mais ma joue brûlait encore, et mon cœur aussi. Le dimanche est passé dans un silence étouffant. Pas de message, pas d'appel. Rien de Camille. J'ai regardé mon téléphone 100 fois. J'ai tapé des messages que je n'ai jamais envoyés. « Ma chérie, on peut parler ?» Effacé. « Camille, je t'aime. S'il te plaît, parlons. » Effacé. « Est-ce que Louise va bien ?» Effacé. Finalement, je n'ai rien envoyé. Parce qu'au fond de moi, je savais. Si Camille voulait me parler, elle l'aurait fait. Son silence était un choix. Le lundi matin, j'ai décidé de sortir. Rester enfermée dans ce salon me rendait folle. J'ai mis mon manteau bleu marine, celui que je porte pour mes rendez-vous importants, et je suis allée au marché de la place Saint-Antoine. C'était une matinée fraîche de juin. Les étals débordaient de cerises rouges, de fraises, de bouquets de pivoines blanches. J'aime ce marché.
Je le connais depuis l'enfance. Mon père m'y emmenait tous les samedis. Nous achetions des légumes frais, du pain, du fromage. Puis nous rentrions à pied, et il me racontait des histoires sur son propre père, sur la guerre, sur les années difficiles. La dignité, Élise, c'est la seule chose qu'on ne peut pas nous voler. On ne peut que la donner. Je pensais à ces mots en marchant entre les étals. J'ai acheté des tomates, des herbes fraîches, un petit bouquet de lavande. Et c'est là que je l'ai vue, Madame Bernier, une ancienne amie de ma mère, une femme de 75 ans, toujours élégante, toujours souriante. Elle m'a reconnue de loin et s'est approchée, le visage radieux. « Élise, quelle joie de te voir !» Elle m'a embrassée sur les 2 joues. Puis elle a reculé d'un pas et m'a regardé attentivement. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle fixait ma joue. Les brûlures étaient encore visibles, rouges, boursouflées. « Oh, ce n'est rien !» j'ai dit rapidement. « Un petit accident de cuisine. » Elle a froncé les sourcils, peu convaincue. « Un accident ? » Oui, rien de grave. Je ne voulais pas parler de ça. Pas ici, pas maintenant. Mais Madame Bernier me connaissait trop bien. Élise, elle a posé sa main sur mon bras. Je te connais depuis que tu es petite, et je vois bien que quelque chose ne va pas. J'ai senti les larmes monter. Encore. Madame Bernier, s'il vous plaît, viens, on va prendre un café. Elle m'a entraînée vers le petit bistrot au coin de la place. Nous nous sommes assises en terrasse, sous les parasols rayés. Elle a commandé 2 cafés crème et m'a regardée en silence, attendant que je parle. Alors, j'ai parlé. Je lui ai tout raconté. Le café, l'insulte, le silence de Camille, la fête annulée, tout. Quand j'ai eu fini, Madame Bernier est restée silencieuse un long moment. Puis elle a soupiré. « Élise, ma chérie, tu as bien fait. Vous croyez ? Oui, tu as défendu ta dignité. Et c'est ce que ta mère aurait voulu que tu fasses. » J'ai baissé les yeux. Mais Camille, elle me déteste maintenant. Non, elle a peur. Peur de quoi ? Peur de perdre ce qu'elle croit avoir gagné. Madame Bernier a bu une gorgée de café. Tu sais, Élise, j'ai connu Madame Dufresne il y a quelques années, lors d'un gala de charité. Elle a eu un petit sourire amer. C'est une femme qui collectionne les relations, comme d'autres collectionnent les bijoux. Elle sait exactement comment manipuler les gens, comment les faire sentir petits, comment les contrôler. Mais pourquoi Camille ne voit-elle pas ça ? Parce que ta fille, elle est éblouie. Madame Dufresne lui a offert quelque chose que tu ne pouvais pas lui donner. Quoi ? Le pouvoir, l'appartenance à un certain monde, les dîners avec des gens importants, les invitations au vernissage, le prestige. Elle a posé sa main sur la mienne. Camille a grandi dans ce salon, entourée de ton amour. Mais elle rêvait d'autre chose, d'un monde qui brille. Et Madame Dufresne le lui a offert. En échange de quoi ? En échange de son silence, en échange de sa soumission. J'ai senti un frisson me parcourir. Alors, je l'ai perdue. Non, tu ne l'as pas perdue. Mais elle doit faire son propre chemin. Et ce chemin-là, il passe peut-être par la douleur. Madame Bernier a souri tristement. Les enfants nous quittent toujours, Élise, de différentes façons. Certains partent géographiquement, d'autres partent émotionnellement. Mais tôt ou tard, ils reviennent, ou pas. Et nous devons apprendre à vivre avec ça. Nous avons terminé nos cafés en silence. Avant de partir, Madame Bernier m'a serrée dans ses bras. « Tiens bon, ma belle, ta mère serait fière de toi. » Je suis rentrée chez moi le cœur un peu plus léger, pas guéri, mais un peu moins seul. En arrivant devant mon immeuble, j'ai vu quelqu'un assis sur les marches. Camille. Mon cœur a bondi. Elle s'est levée quand elle m'a vue. Elle avait les yeux rouges. Elle avait pleuré. « Maman !» Je me suis arrêtée à quelques mètres d'elle. « Camille, il faut qu'on parle. » Nous sommes montés en silence. J'ai ouvert la porte de mon appartement. Un petit 3 pièces au-dessus du salon, celui où j'avais élevé Camille seule après la mort de son père. Elle est entrée. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle redécouvrait les lieux, les photos au mur. Elle, petite, sur mes genoux. Son père et moi, le jour de notre mariage. Ma mère tenant Camille bébé dans ses bras. Toute une vie en images. « Tu veux un thé ?» j'ai demandé. « Non, merci. » Elle s'est assise sur le canapé. Moi sur le fauteuil en face. Nous nous sommes regardés. « Maman, je suis désolée. » Les mots sont sortis d'un coup, comme une digue qui cède. Je suis désolée de ne pas avoir réagi samedi. Je suis désolée de t'avoir laissée seule. Je suis désolée de... Elle s'est arrêtée. Les larmes coulaient sur ses joues.
Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu peur. Peur de quoi, ma chérie? Peur de la réaction de Julien. Peur de contrarier sa mère. Peur de... Elle a inspiré profondément. Peur de perdre ma place. Ta place? Oui, dans cette famille, dans ce monde. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Tu ne peux pas comprendre, maman. Toi, tu as grandi ici. Tu as hérité de ce salon. Tu as toujours eu ta place. Mais moi, je dois la gagner chaque jour. Camille? Non, laisse-moi finir. Elle s'est redressée. Depuis que j'ai épousé Julien, j'ai l'impression d'être en permanence évaluée. Par sa mère, par ses amis, par tout le monde. Est-ce que je m'habille bien? Est-ce que je dis les bonnes choses? Est-ce que j'élève Louise correctement? Mais c'est épuisant, Camille. Je sais. Elle a baissé la tête. Mais c'est le prix à payer pour faire partie de leur monde. Et ce monde-là, il en vaut vraiment la peine? Elle n'a pas répondu tout de suite, puis, d'une voix très douce, elle a murmuré « Je ne sais pas ». Nous sommes restées silencieuses un long moment. J'ai observé ma fille, cette femme de 29 ans qui me ressemblait tant physiquement. Les mêmes yeux noisettes, les mêmes cheveux châtains, les mêmes mains fines. Mais à l'intérieur, elle était devenue une étrangère. « Camille, je ne peux pas te dire quoi faire. Tu es adulte, tu as ta propre famille, mais... » J'ai cherché mes mots. « Mais je ne veux plus jamais être traitée comme je l'ai été samedi. Plus jamais. » Elle a hoché la tête. « Je comprends. Est-ce que tu comprends vraiment? » Oui. Elle s'est levée. « Je vais parler à Julien. Et à sa mère. Je vais leur dire que ce qui s'est passé n'était pas acceptable. Camille, je te le promets, maman. » Elle s'est approchée de moi, m'a embrassée sur le front. « Je t'aime. » Moi aussi, ma chérie. Elle est partie. Et moi, je suis restée assise dans mon fauteuil, regardant la porte fermée. Je voulais la croire. De tout mon cœur, je voulais croire que Camille allait tenir sa promesse. Mais quelque chose en moi, cette petite voix intérieure que l'âge nous apprend à écouter, me disait que les choses ne seraient pas si simples, que Madame Dufresne n'était pas le genre de femme à accepter d'être défiée, et que ma fille, malgré ses bonnes intentions, n'avait peut-être pas la force nécessaire pour lui tenir tête. Dehors, les cloches de l'église sonnaient 6 heures. J'ai touché ma broche en argent. « Tiens-toi droite, Élise. Toujours. »« Oui, papa, je vais tenir, même si je dois tenir seule. » Les jours suivants ont passé dans une sorte de trêve fragile. Camille m'appelait chaque soir. Nous parlions de Louise, de la météo, de choses sans importance. Mais jamais de samedi. Jamais de Madame Dufresne. C'était comme si nous avions signé un accord tacite. Ne pas toucher à la plaie. Le vendredi, elle m'a proposé de venir déjeuner chez elle le dimanche suivant. Juste nous 3. Toi, moi et Louise. Julien sera en déplacement. J'ai accepté. Le cœur un peu plus léger. Peut-être que les choses allaient s'arranger. Peut-être. Le dimanche est arrivé. J'ai mis ma robe crème, celle que Camille m'avait offerte pour mes 65 ans, et j'ai pris le métro jusqu'à son appartement dans le 16e arrondissement. Un bel immeuble haussmannien. Porte cochère en bois massif, cour pavée, ascenseur en fer forgé. Le genre d'adresse qui en dit long sur le statut social. Camille m'a ouvert avec un sourire, un vrai sourire. « Maman, entre !» Louise a couru vers moi. « Mamie, mamie !» Je l'ai soulevée dans mes bras, respirant son odeur d'enfance. Shampoing à la fraise et innocence. « Bonjour, mon trésor. » L'appartement sentait bon le poulet rôti. La table était mise. 3 couverts, des fleurs fraîches dans un vase. Tout semblait parfait. Nous avons déjeuné tranquillement. Louise racontait ses histoires d'école. Camille riait. Moi aussi. Pour la première fois depuis une semaine, je me sentais à ma place. Puis, au moment du dessert, une tarte aux pommes que j'avais apportée, Camille a posé sa fourchette. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Son ton avait changé, plus grave. Mon cœur s'est serré. Oui, j'ai parlé à Julien et à sa mère. Et elle a baissé les yeux. Madame Dufresne, elle refuse de s'excuser. Le silence est tombé comme une pierre. Comment ça, elle refuse? Elle dit qu'elle n'a rien fait de mal, que c'était un accident, que tu as surréagi. Camille. Attends, laisse-moi finir. Elle a pris une grande inspiration. Julien pense que tu devrais peut-être présenter des excuses, pour avoir mis tout le monde dehors, pour avoir humilié sa mère. J'ai cru mal entendre. Quoi? Il dit que si tu fais le premier pas, sa mère acceptera peut-être de passer l'éponge, et on pourra tous tourner la page. Tourner la page. J'ai répété ces mots lentement. Camille, regarde-moi.
Elle a levé les yeux vers moi. Ta belle-mère m'a brûlé au visage. Elle m'a insultée, devant ta fille. Et c'est moi qui dois m'excuser. Maman, je sais que ce n'est pas juste, mais... Mais quoi? Ma voix montait malgré moi. Mais il faut que je me soumette, que je rampe, que je dise merci pour l'humiliation? Non, ce n'est pas ça. Mais elle a posé sa main sur la table, les doigts crispés. Mais Julien dit que si tu ne fais pas ça, on ne pourra plus se voir. Le monde s'est arrêté. Pardon? Sa mère a posé un ultimatum. Soit tu t'excuses et on oublie tout. Soit elle refuse de nous voir tant que tu fais partie de nos vies. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Et toi, Camille, qu'est-ce que toi tu veux? Elle a fermé les yeux. Je veux que tout redevienne comme avant. Comme avant? Quand j'encaissais en silence? Quand je me faisais toute petite pour ne déranger personne? Maman, non, Camille, réponds-moi. Est-ce que tu veux vraiment que je m'excuse? Est-ce que tu crois que j'ai tort? Elle est restée silencieuse. Et ce silence, c'était ma réponse. Je me suis levée. Mamie, tu pars déjà? Louise me regardait, les yeux ronds. Oui, mon ange, mamie doit rentrer. Mais on n'a pas fini le dessert. Je sais, mais je suis un peu fatiguée. J'ai embrassé Louise sur le front. Puis, je me suis tournée vers Camille. Ma chérie, je t'aime, plus que tout au monde, mais je ne m'excuserai pas d'avoir défendu ma dignité. Maman, et si ton mari et sa mère te demandent de choisir entre eux et moi? J'ai inspiré profondément. Je ne veux pas que tu choisisses, parce que je sais déjà quelle sera ta réponse. Les larmes coulaient sur ses joues. Maman, s'il te plaît, prends soin de toi, Camille. Et de Louise. Je suis partie. Dans le couloir, j'ai entendu Louise demander « Pourquoi mamie pleure, maman ?» Mais je n'ai pas entendu la réponse. Dans le métro, j'ai fixé mon reflet dans la vitre noire du tunnel. Cette femme qui me regardait, elle avait vieilli de 10 ans en une semaine, mais elle tenait encore debout. Les jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Pas de nouvelles de Camille, pas d'appel, pas de message. Le silence, ce silence qui dit tout sans rien dire. Le mercredi, j'ai reçu un SMS de Julien. « Élise, nous pensons qu'il serait préférable de prendre un peu de distance, pour le bien de tout le monde. Nous vous contacterons quand le moment sera venu. Bien à vous, comme si j'étais une connaissance lointaine, pas la grand-mère de sa fille, pas la mère de sa femme, une connaissance. J'ai relu ce message 10 fois, puis je l'ai effacé. Mais les mots restaient gravés dans ma tête. Prendre un peu de distance, c'était leur façon polie de me dire « Tu n'existes plus pour nous ». Le jeudi, je suis retournée au marché. J'avais besoin de sortir, de respirer, de sentir que le monde continuait de tourner. J'ai acheté des fleurs, des roses blanches. En rentrant, j'ai croisé Madame Bernier. « Élise, comment vas-tu ?»« Ça va. » Elle m'a regardée attentivement. « Non, ça ne va pas. Je le vois. » Nous nous sommes assises sur un banc de la place. Et là, je lui ai tout raconté. L'ultimatum, le message de Julien, le silence de Camille. Madame Bernier a secoué la tête, les lèvres pincées. Cette femme, Madame Dufresne, elle est en train de détruire ta famille. Je sais. Et ta fille la laisse faire. Elle a peur, Madame Bernier. Elle a peur de tout perdre. Mais elle ne voit pas qu'elle est en train de perdre l'essentiel? Non, pas encore. Madame Bernier a posé sa main sur la mienne. « Élise, je vais te dire quelque chose que ma propre mère m'a dit il y a 50 ans. » Elle a marqué une pause. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, même si c'est notre propre enfant. J'ai senti les larmes monter. Mais c'est ma fille, Madame Bernier, ma seule fille, je sais, et c'est pour ça que ça fait si mal. Mais tu dois la laisser faire ses propres erreurs et vivre avec les conséquences. Et moi? Qu'est-ce que je fais, moi? Toi? Tu continues à vivre, avec dignité, avec fierté, parce que c'est ce que ta mère t'a appris. Elle m'a serré dans ses bras. La vie a une drôle de façon de rendre justice, Élise. Tu verras. Je suis rentrée chez moi, les roses blanches dans les bras. Je les ai mises dans un vase, sur la table du salon. Puis, je me suis assise, et j'ai regardé ce salon. Ces murs qui avaient vu grandir Camille. Ces murs qui avaient abrité tant de rires, tant de souvenirs. Ces murs qui maintenant résonnaient du vide. Le soir, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. À l'intérieur, il y avait une vieille boîte en métal, celle où je rangeais les lettres importantes. J'ai sorti une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, une lettre de mon père, écrite quelques jours avant sa mort.
Ma chère Élise, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Mais je veux que tu saches une chose. Tu es la fierté de ma vie. Tu es forte, plus forte que tu ne le crois. La vie te mettra à l'épreuve. Les gens te décevront, même ceux que tu aimes le plus. Mais n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais d'où tu viens. Et surtout, n'oublie jamais ta dignité. C'est tout ce qui nous reste au final. Je t'aime, ma fille. Papa. J'ai relu cette lettre 3 fois. Puis, je l'ai serrée contre mon cœur. Merci, papa, j'ai murmuré. Merci de m'avoir appris à tenir debout. Dehors, la nuit tombait. Les réverbères s'allumaient un à un. Et moi, dans ce salon vide, je me suis posé une question. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Êtes-vous dans votre cuisine? Dans votre chambre? Dans votre voiture? Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots voyagent. La vie venait de me retirer ma fille, mais elle ne m'avait pas retiré ma dignité. Ça, personne ne pourrait me le prendre. Les semaines ont passé. Juin s'est transformé en juillet. Paris suffoquait sous la chaleur. Les gens partaient en vacances. Les rues se vidaient. Moi, je restais. Je n'avais nulle part où aller. Et surtout, je n'avais personne avec qui partir. Chaque matin, je me levais. Je faisais mon café. Je descendais au salon. J'ouvrais les fenêtres pour laisser entrer un peu d'air. Et je regardais le téléphone. Rien. Pas un appel. Pas un message. Camille m'avait effacé de sa vie. Ou plutôt, elle m'avait mise en pause. Comme on met un vieux meuble au grenier en attendant de décider quoi en faire. Les premiers jours, j'ai pleuré. Beaucoup. Puis, petit à petit, les larmes se sont taries. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'on ne peut pas pleurer indéfiniment. Le corps finit par s'adapter. Même à l'absence. J'ai commencé à remplir mes journées. Le lundi, je faisais le marché. Le mardi, je nettoyais le salon de fond en comble. Le mercredi, je lisais au jardin public. Le jeudi, j'allais au cinéma. Seul. Le vendredi, je préparais des plats que je n'avais jamais le temps de faire avant. Le samedi et le dimanche, je survivais. Ces 2 jours-là étaient les plus difficiles. Parce que c'étaient les jours où, avant, je voyais Louise. Où Camille passait parfois boire un thé. Où la vie familiale existait encore. Maintenant, il n'était que du vide. Un samedi matin, début juillet, j'étais au marché quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Élise !» Je me suis retournée. C'était Marguerite, une ancienne voisine. Nous avions été proches d'autrefois quand Camille était petite. Puis la vie nous avait éloignés. Marguerite, quelle surprise! Elle m'a embrassée chaleureusement. « Ça fait si longtemps. Comment vas-tu ?»« Bien, bien. Et toi ?» Nous avons parlé quelques minutes. De tout et de rien. Du temps, de la chaleur, de nos vies. Puis, elle a dit quelque chose qui m'a glacée. « Au fait, j'ai croisé ta fille il y a 2 semaines, au parc Monceau, avec la petite Louise. Mon cœur s'est arrêté. »« Ah oui ? Oui. Elle avait l'air, comment dire, un peu fatiguée, tendue. »« Tendue ? Oui. Tu sais, j'ai voulu lui parler, mais sa belle-mère était avec elle. Et franchement, cette femme, elle a un regard. » Marguerite a froncé les sourcils. Elle traitait ta fille comme une employée. « Camille, surveille Louise. Camille, redresse-toi. Camille, ne laisse pas la petite manger ça. » C'était désagréable à voir. Elle a posé sa main sur mon bras. « Ta fille ne va pas bien, Élise. » Je l'ai vue dans ses yeux. Je n'ai rien dit. Qu'aurais-je pu dire? Que ma fille avait choisi cette vie? Que je n'avais plus le droit de la protéger? Marguerite a ajouté doucement. « Si tu as l'occasion de lui parler, fais-le. Elle a besoin de toi. » Je suis rentrée chez moi, le cœur lourd. J'ai repensé à ces mots toute la journée. Elle a besoin de toi. Mais comment aider quelqu'un qui vous a fermé sa porte? Le soir, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert nos messages. Le dernier datait de 3 semaines. Un message de moi, resté sans réponse. « Camille, j'espère que tu vas bien. Je t'aime. » Lu, mais pas de réponse. J'ai tapé un nouveau message. « Ma chérie, j'ai croisé Marguerite aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle t'avait vue. J'espère que tout va bien. Je pense à toi. » Et à Louise. Tous les jours. Maman. J'ai hésité longuement avant d'appuyer sur « Envoyer ». Puis je l'ai fait. 2 heures plus tard, toujours rien. Le lendemain, rien non plus. Le surlendemain, j'ai reçu une réponse. Brève, froide. « Nous allons bien. Merci. » C'était tout. Pas de « je t'aime », pas de « tu me manques », pas de « on se voit bientôt ». Juste « nous allons bien ». Comme on répond à une connaissance polie.
J'ai regardé ce message pendant 1 heure. Puis, j'ai compris. Camille ne me répondait pas parce qu'elle le voulait. Elle me répondait parce qu'elle se sentait obligée. Et peut-être aussi parce que quelqu'un la surveillait. Cette pensée m'a fait froid dans le dos. Quelques jours plus tard, un jeudi après-midi, je suis allée au cinéma. Un vieux film de Claude Sautet, Les choses de la vie. Je l'avais vu avec mon mari, il y a 40 ans. J'aimais y aller seule. Dans le noir, personne ne me voyait. Personne ne me jugeait. À la sortie, en traversant le hall, je l'ai vue. Camille. Elle était là, devant le comptoir de confiserie, avec Louise. Mon cœur a bondi. Je me suis approchée, le sourire aux lèvres. « Camille! Louise !» Louise m'a vue la première. « Mamie !» Elle a couru vers moi. Je l'ai serrée dans mes bras. « Mon trésor, qu'est-ce que tu es grande !» On est venu voir un dessin animé. C'est merveilleux. J'ai levé les yeux vers Camille. Elle était figée, pâle, les yeux écarquillés, comme si elle venait de voir un fantôme. « Camille, ma chérie !» Elle a jeté un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je sortais du cinéma. Je ne savais pas que vous seriez là. On doit y aller. »« Déjà ? Mais on vient de se voir. Je sais, mais Julien nous attend. »« Julien ? Oui, il est garé devant. » Louise a tiré sur ma manche. « Mamie, tu viens avec nous ?» J'ai regardé Camille. Elle a secoué la tête, discrètement, mais fermement. « Non, ma puce. Mamie ne peut pas. Elle a des choses à faire. »« Mais, Louise, viens. Maintenant. » Le ton de Camille était sec, presque dur. Louise a baissé la tête. « D'accord. » Elle m'a embrassée rapidement. « Au revoir, mamie. Au revoir, mon ange. » Camille a pris Louise par la main et s'est dirigée vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Nos regards se sont croisés. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur, pas de la colère, pas de la gêne, de la peur. Elles sont parties. Je suis restée debout au milieu du hall, les bras ballants. Autour de moi, les gens achetaient du pop-corn, riaient, parlaient. Moi, je venais de comprendre quelque chose. Ma fille ne m'évitait pas parce qu'elle me détestait. Elle m'évitait parce qu'on lui avait demandé de le faire. Et elle obéissait. Par peur. Je suis rentrée chez moi dans un état second. J'ai repensé à chaque détail de cette rencontre. Le regard nerveux de Camille, sa pâleur, sa façon de jeter des coups d'œil autour d'elle, comme si elle était surveillée. Et cette phrase, « Julien nous attend ». Pourquoi Julien aurait-il attendu dans la voiture? Pourquoi n'était-il pas entré avec elle? À moins qu'il ne veuille pas que je le voie, à moins qu'il ne veuille pas que je leur parle. Ce soir-là, j'ai eu du mal à dormir. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais vu Camille ces derniers mois, les petits signes que je n'avais pas remarqués. Sa façon de regarder son téléphone sans arrêt, comme si elle attendait un message. Sa nervosité quand Madame Dufresne était dans les parages. Sa manière de s'excuser pour tout, pour rien. Et surtout, son silence. Ce silence qui n'était pas de l'indifférence, mais de la soumission. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais me renseigner, discrètement, sur Madame Dufresne, sur Julien, sur cette famille dans laquelle ma fille s'était perdue. J'ai appelé Madame Bernier. « Madame Bernier, vous m'aviez dit que vous connaissiez Madame Dufresne. Vous l'aviez croisée à un gala. »« Oui, il y a quelques années. »« Pourquoi ? Est-ce que vous pourriez vous renseigner sur elle ? Discrètement ? Te renseigner ? Dans quel but ? J'ai besoin de savoir qui est vraiment cette femme, ce qu'elle fait, comment elle traite les gens autour d'elle. » Il y a eu un silence. « Élise, tu penses que ta fille est en danger ? Je ne sais pas, mais je dois savoir. »« D'accord, laisse-moi quelques jours. Je connais quelqu'un qui pourra m'aider. »« Merci, Madame Bernier. Merci, infiniment. » J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose d'autre que de la tristesse. J'ai senti de la détermination. Ma fille avait peut-être fermé la porte, mais moi, j'allais trouver une fenêtre, parce qu'une mère ne renonce jamais, jamais. Ce soir-là, assise dans mon salon, j'ai touché ma broche en argent. « Tiens-toi droite, Élise, toujours. Oui, papa, je vais me battre, pas pour gagner, mais pour protéger. » Même si elle ne le sait pas encore, une semaine a passé. Une semaine d'attente, d'angoisse, de questions sans réponse. Je continuais ma vie comme je pouvais, mais mon esprit était ailleurs. Chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais. Chaque fois que je voyais une femme blonde dans la rue, je pensais à Camille.
La nuit, je faisais des cauchemars. Ma fille prisonnière, ma petite fille qui pleurait, des portes qui se fermaient. Le mardi suivant, Madame Bernier m'a appelé. « Élise, il faut qu'on se voie. J'ai des informations. »« Quand ?»« Maintenant, si tu peux. »« J'arrive. » Nous nous sommes retrouvés au même petit bistrot, place Saint-Antoine. Madame Bernier avait l'air grave, préoccupée. Elle a commandé 2 cafés, puis elle a sorti une enveloppe de son sac. « Élise, ce que je vais te dire, ce n'est pas facile à entendre. » Mon cœur s'est accéléré. « Dis-moi. » Elle a posé l'enveloppe sur la table. J'ai parlé à une amie qui travaille dans le milieu juridique. Elle connaît bien la famille Dufresne. « Eh ?» Madame Dufresne. Son prénom est Véronique. Est veuve depuis 8 ans. Son mari était un homme d'affaires prospère, immobilier, import-export. Il lui a laissé une fortune considérable. Je le savais déjà. Oui, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette femme, elle a la réputation d'être extrêmement contrôlante. Madame Bernier a bu une gorgée de café. Son fils Julien est son seul enfant. Elle l'a élevé seule après la mort de son mari. Et depuis, disons qu'elle a du mal à le laisser partir. Comment ça? Elle contrôle tout. Son travail, c'est elle qui lui a trouvé son poste dans une grande entreprise dont elle connaît le PDG. Son appartement, c'est elle qui l'a acheté et qui le loue à prix symbolique. Ses fréquentations, ses choix. Mon Dieu! Et quand Julien s'est marié avec Camille, Véronique n'était pas contente. Pourquoi? Parce que ta fille ne venait pas du même milieu. Parce qu'elle n'avait pas les bonnes relations. Parce qu'elle n'était pas assez malléable. Madame Bernier a ouvert l'enveloppe. Mon amie m'a dit que Véronique a essayé de faire rompre les fiançailles. Elle a proposé de l'argent à Camille pour qu'elle parte. Quoi? Oui, 10 000 €, pour qu'elle disparaisse de la vie de Julien. J'ai senti la colère monter. Camille ne m'a jamais dit ça, parce qu'elle a refusé. Elle aimait Julien. Elle voulait se marier. Alors Véronique a changé de tactique. Quelle tactique? Elle a décidé de la garder, mais de la briser, petit à petit. Madame Bernier a sorti plusieurs feuilles de l'enveloppe, des notes manuscrites, des témoignages. Mon amie a parlé à d'autres personnes qui connaissent de Véronique, des employés, des anciennes amies. Toutes disent la même chose. Cette femme est une manipulatrice. Elle a pointé du doigt l'une des notes. Elle humilie les gens en public. Elle fait des commentaires désobligeants sur leur apparence, leur éducation, leur famille. Elle crée des situations où la personne se sent toujours inférieure. J'ai pensé au café, à l'insulte, à tout. Elle isole aussi les gens de leur entourage. Elle leur fait croire que leurs amis, leur famille, ne sont pas à la hauteur, qu'ils les tirent vers le bas. C'est exactement ce qu'elle fait avec Camille. Oui, et le pire, Madame Bernier a hésité. Le pire, c'est que Julien est complice. Comment ça? Il ne la défend pas. Il ne s'oppose jamais à sa mère, parce qu'il a été élevé comme ça, dans la soumission, dans la peur de déplaire. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Élise, ta fille est en train de vivre la même chose que toi. Elle se fait humilier, elle se soumet, elle perd sa dignité. Sauf que toi, tu as réagi. Elle, pas encore. J'ai senti les larmes monter. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, tant qu'elle ne veut pas d'aide. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Je sais, mais tu dois attendre qu'elle ouvre les yeux, que quelque chose se passe qui lui fasse comprendre dans quoi elle s'est enfermée. Et si ce moment n'arrive jamais? Madame Bernier a serré ma main. Il arrivera. Crois-moi, la vie finit toujours par révéler la vérité. Je suis rentrée chez moi avec l'enveloppe. Le soir, j'ai relu toutes les notes, plusieurs fois. Chaque témoignage confirmait ce que j'avais ressenti. Awesome. Elle m'a humiliée devant tout le monde lors d'un dîner de charité. Elle a dit que ma robe faisait bon marché. Elle m'a fait licencier de mon poste parce que j'avais osé la contredire. Elle contrôle tout ce que son fils fait. Il ne prend aucune décision sans son accord. C'était terrifiant. Cette femme n'était pas simplement désagréable. Elle était toxique, destructrice, et ma fille était entre ses griffes. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'allais écrire une lettre à Camille. Pas pour la supplier de revenir, pas pour me plaindre, mais pour lui dire la vérité, pour qu'elle sache que je voyais, que je comprenais, et que je serais là quand elle serait prête. J'ai passé toute la journée à écrire cette lettre, plusieurs brouillons, des mots barrés, des phrases refaites. Finalement, j'ai eu ceci. Ma Camille, je t'écris cette lettre parce que je ne peux plus te parler de vive voix, parce que tu as fermé la porte, et je respecte ton choix. Mais il y a des choses que je dois te dire.
D'abord, je t'aime, plus que tout au monde, et rien, absolument rien, ne changera jamais ça. Ensuite, je veux que tu saches que je vois ce qui se passe. Je vois que tu as peur, je vois que tu te soumets, je vois que tu t'effaces. Et je sais pourquoi. Parce que moi aussi j'ai fait ça. Pendant des années, j'ai accepté d'être traité comme une moins que rien. Par peur, par amour, par désir de maintenir la paix. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. La paix qu'on achète avec sa dignité n'est pas la paix, c'est de la prison. Et j'ai refusé de rester prisonnière. Camille, je ne te demande pas de choisir entre ta belle famille et moi. Je ne te demande pas de te rebeller. Je te demande juste une chose. Ne t'oublie pas. Ne perds pas celle que tu es pour plaire à ceux qui ne te respectent pas. Parce qu'un jour, ma chérie, tu te réveilleras et tu ne te reconnaîtras plus. Et ce jour-là, tu auras besoin de quelqu'un qui te rappelle qui tu es vraiment. Je serai là, toujours. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe ce qui se passera. Je serai là. Avec tout mon amour, maman. J'ai relu la lettre 10 fois, puis je l'ai mise dans une enveloppe blanche. J'ai écrit l'adresse de Camille, et je suis allée la poster. En revenant, j'ai croisé le regard de mon reflet dans une vitrine. Cette femme qui me regardait, elle avait changé. Elle n'était plus brisée. Elle était déterminée. Les jours suivants, j'ai attendu. Une réponse, un appel, un signe. Rien. Mais je n'étais plus surprise. Je savais que Camille avait reçu la lettre, et je savais qu'elle l'avait lue. Peut-être seule, dans sa salle de bain, la porte fermée. Peut-être la nuit, quand Julien dormait. Peut-être l'avait-elle relue plusieurs fois, ou peut-être l'avait-elle déchirée, en pleurant. Je ne le saurais jamais, mais peu importait, parce que les mots étaient dits. Et les mots, une fois lâchés dans le monde, ne disparaissent jamais complètement. Ils restent, quelque part, dans un coin de l'esprit, et un jour, quand le moment est venu, ils refont surface. Un samedi après-midi, fin juillet, j'étais au jardin public, assise sur un banc, un livre à la main. Le soleil brillait, les enfants jouaient, les oiseaux chantaient, tout semblait paisible. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose me disait que rien n'était terminé, que l'histoire était loin d'être finie, qu'un événement allait se produire, quelque chose qui changerait tout. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas quand, mais je le sentais, comme on sent l'orage arriver avant de voir les nuages. J'ai refermé mon livre, j'ai regardé le ciel, et j'ai murmuré « Tiens bon, Camille, tiens bon ». Parce qu'une mère sait, toujours, août est arrivé, Paris était vidé de ses habitants. Seuls restaient les touristes, les gens sans famille, les solitaires, moi. La chaleur était étouffante. Les nuits, impossible. Je dormais fenêtre ouverte, écoutant les bruits de la ville, les sirènes lointaines, les conversations des passants, le roulement des valises sur les pavés. J'avais cessé d'attendre un appel de Camille. Ou plutôt, j'avais appris à vivre avec cette attente, comme on apprend à vivre avec une douleur chronique. Elle était là, toujours. Mais je continuais quand même. Le 15 août, en fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô? Élise? C'est Julien. » Mon cœur a bondi. « Julien, écoutez, je vous appelle parce que... » Il avait l'air nerveux, mal à l'aise. « Ma mère organise un dîner demain soir, un dîner familial, pour son anniversaire. Et elle souhaite que vous veniez. » J'ai failli lâcher le téléphone. « Pardon? Je sais que c'est surprenant, mais elle insiste. Elle dit qu'il est temps de tourner la page, de se réconcilier. » Se réconcilier? Ma voix était glaciale. « Julien, votre mère m'a humiliée. Elle m'a insultée. Et depuis 2 mois, vous m'avez mise à l'écart de la vie de ma propre fille. Je sais. Et c'est pour ça qu'elle veut arranger les choses. Arranger les choses. » J'ai répété ces mots avec incrédulité. « Élise, s'il vous plaît, faites-le pour Camille, pour Louise. Elles seront là. Elles vous ont manqué. » Il avait touché le point sensible. Camille, Louise. « Et Camille? Elle veut que je vienne? » Un silence. « Elle pense que c'est une bonne idée. Elle pense, ou on lui a dit de penser. » Élise. « Répondez-moi franchement, Julien. » Encore un silence. « Elle est d'accord. C'est tout ce qui compte. » Je n'étais pas convaincue. Mais l'idée de revoir Camille, de revoir Louise, c'était trop tentant. « D'accord. Vraiment? » Il avait l'air soulagé. « Oui, j'y serai. » « À quelle heure? » 19h30. À l'appartement de ma mère. Je vous envoie l'adresse par SMS. Très bien.
Merci, Élise, merci. J'ai raccroché. Et immédiatement, j'ai senti un malaise. Quelque chose n'allait pas. Véronique Dufresne qui voulait se réconcilier? Après tout ce qui s'était passé? Ça ne lui ressemblait pas. J'ai appelé Madame Bernier. Madame Bernier, Julien vient de m'appeler. Véronique Dufresne m'invite à un dîner demain soir, pour son anniversaire, soi-disant pour se réconcilier. Un long silence. Élise ne va pas à ce dîner. Pourquoi? Parce que cette femme ne fait jamais rien par bonté. Elle a toujours un plan. Mais Camille sera là. Louise aussi. Je ne peux pas refuser. Élise, écoute-moi. Si tu y vas, prépare-toi. Cette femme va essayer de te piéger, de t'humilier encore, peut-être devant toute la famille. Je sais, mais je dois y aller. Pour Camille. Madame Bernier a soupiré. Alors sois prudente. Et surtout, ne te laisse pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Bien, appelle-moi après. Promis. J'ai raccroché. Le lendemain, j'ai passé la journée à me préparer. J'ai choisi ma plus belle robe. Une robe bleu nuit, élégante, sobre, celle que je portais aux grandes occasions. J'ai mis mes perles, celles que ma mère m'avait laissées, et ma broche en argent. Tiens-toi droite, Élise. À 19h, j'ai pris un taxi. L'adresse que Julien m'avait envoyée était dans le 7e arrondissement. Un immeuble cossu, avenue de Ségur, porte cochère, cour intérieure, ascenseur ancien avec grille en fer forgé. 5e étage, j'ai sonné. C'est Julien qui a ouvert. Élise, merci d'être venue. Bonsoir, Julien. Il avait l'air tendu, nerveux. Entrez, entrez. L'appartement était immense. Parquets anciens, moulures au plafond, meubles de style Louis XVI, tableaux classiques au mur. Tout respirait l'argent, le pouvoir, l'appartenance à un certain monde. Dans le grand salon, plusieurs personnes étaient déjà là. Véronique Dufresne, évidemment, vêtue d'une robe grise perle, un collier de perles noires au cou. Impeccable, froide. 2 autres couples que je ne connaissais pas. Des amis de la famille, probablement, et Camille, ma fille. Elle se tenait près de la fenêtre, un verre de champagne à la main. Quand elle m'a vue, nos regards se sont croisés. Et j'ai vu, encore une fois, cette lueur, cette peur. Maman. Elle s'est approchée, m'a embrassé rapidement sur la joue. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Sa voix était à peine audible. Où est Louise? Chez une amie. Elle ne pouvait pas venir ce soir. Mensonge. Je l'ai senti immédiatement. Il ne voulait pas que Louise soit là. Pourquoi? Véronique s'est approchée, un sourire froid aux lèvres. Élise, quelle joie de vous revoir. Elle m'a tendu une main molle. Je l'ai serrée brièvement. Madame Dufresne, merci de votre invitation. Je vous en prie. J'ai pensé qu'il était temps de mettre les choses au clair. Mettre les choses au clair. Oui, nous sommes une famille, après tout. Et les familles doivent savoir pardonner. Elle a dit ça devant tout le monde, avec ce ton doucereux, calculé, comme si c'était moi qui avais besoin de pardon. J'ai souri poliment. Bien sûr, on nous a servi du champagne, des amuse-bouches. Nous avons parlé de choses insignifiantes, la chaleur, les vacances, les embouteillages. Puis nous sommes passés à table. Une grande table en acajou, nappe blanche brodée, vaisselle en porcelaine de Limoges, couverts en argent massif. Tout était parfait, trop parfait. J'étais assise entre Camille et l'un des invités, un homme d'une 60aine d'années, avocat de son état. Véronique présidait, évidemment. Julien à sa droite. Le dîner a commencé. Entrée, foie gras, toast, vin blanc. Les conversations étaient polies, superficielles. Puis, au moment du plat principal, un filet de bœuf en croûte, Véronique a posé sa fourchette. « Élise, j'aimerais vous poser une question. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Mon cœur s'est accéléré. « Oui? Vous vivez seule, n'est-ce pas? »« Oui. Depuis la mort de votre mari. »« Oui. Depuis 26 ans. Cela doit être difficile. On s'habitue. »« Vraiment ?» Elle a souri. Ce sourire que je connaissais trop bien. Parce que j'ai entendu dire que vous passiez beaucoup de temps seule, que vous n'aviez pas vraiment d'amis, de vie sociale. Le silence s'est abattu sur la table. Camille a baissé les yeux. J'ai quelques amis. Quelques. Véronique a bu une gorgée de vin. Vous savez, Élise, à notre âge, il est important de ne pas s'isoler. L'isolement peut mener à des comportements étranges. Des comportements étranges? Oui, comme faire des scènes en public. Mettre des gens dehors sans raison. Ah, nous y étions,
Sans raison? Ma voix était calme, froide. Madame Dufresne, vous m'avez jeté du café brûlant au visage. Elle a ri. Un petit rire sec. Voyons, Élise. C'était un accident. Un geste maladroit. Rien de plus. Un accident. J'ai regardé les autres invités. Ils évitaient mon regard. Et l'insulte? C'était aussi un accident? Quelle insulte? Vous m'avez traité de vieille pathétique. Moi? Elle a porté la main à sa poitrine, l'air choqué. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Vous avez du mal entendre. J'ai senti la colère monter. Il y avait 40 personnes dans ce salon. Justement. Et personne n'a entendu ce que vous prétendez avoir entendu. N'est-ce pas, Julien? Elle s'est tournée vers son fils. Julien a hésité. Puis il a murmuré « Je n'ai rien entendu de tel. » Camille? Véronique a regardé ma fille. Camille était livide. « Camille, tu étais là. Tu as entendu quelque chose ?» Le temps s'est arrêté. Toute la table attendait. « Et Camille ?» Camille a secoué la tête. « Non, je n'ai rien entendu. » Mon cœur s'est brisé. Elle venait de me trahir. Encore. Véronique a souri. Triomphante. « Vous voyez, Élise, personne n'a entendu. Parce que cela ne s'est jamais produit. » Elle s'est penchée vers moi. « Je pense que vous avez imaginé tout cela. La solitude peut jouer des tours à l'esprit, surtout à votre âge. » Les larmes montaient, mais je les ai retenues. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Madame Dufresne, je sais ce que j'ai entendu. Je sais ce que j'ai vécu. Et aucun mensonge ne changera ça. Un mensonge? Elle a haussé les sourcils. C'est vous qui mentez, Élise. Vous inventez des histoires pour attirer l'attention, pour faire culpabiliser votre fille, pour la manipuler. Manipuler? Oui. Vous ne supportez pas qu'elle ait sa propre vie, qu'elle soit heureuse sans vous. Alors vous créez du drame. J'ai regardé Camille. Camille, tu crois vraiment ça? Elle n'a pas répondu. Elle fixait son assiette. Véronique a continué. Élise, je pense qu'il serait bon pour tout le monde que vous preniez un peu de recul, que vous laissiez Camille respirer, vivre sa vie, prendre du recul. Oui, ne plus venir aux fêtes familiales, ne plus appeler sans arrêt, ne plus imposer votre présence. Elle a posé sa main sur celle de Camille. Ma pauvre Camille a été trop gentille, trop patiente. Mais maintenant, il faut qu'elle pense à elle, à sa famille, à son avenir. J'ai regardé autour de la table. Tous ces visages neutres, ces regards détournés. Personne ne me défendrait. Personne. Je me suis levée. Je crois que j'en ai assez entendu. Élise. Non, Camille. Je me suis tournée vers ma fille. Je suis venue ce soir parce que je croyais qu'on pourrait se réconcilier, parce que je croyais que tu voulais me revoir. Mais je comprends maintenant. Ma voix tremblait. Ce dîner n'était pas une réconciliation, c'était un piège, une mise en scène pour m'humilier une dernière fois, pour me faire passer pour folle devant témoins. Véronique a souri. Vous êtes paranoïaque, Élise. Non, je suis lucide. J'ai posé ma serviette sur la table. Madame Dufresne, vous avez gagné. Vous avez réussi à monter ma fille contre moi, à lui faire croire que j'étais le problème, à m'effacer de sa vie. Je me suis tournée vers Camille une dernière fois. Mais un jour, ma chérie, tu vas te réveiller. Et tu vas comprendre que cette femme ne t'a jamais aimé. Elle t'a juste utilisé, comme elle utilise tout le monde. Ça suffit. Julien s'était levé. Vous insultez ma mère, dans sa propre maison, le jour de son anniversaire. Vous devriez avoir honte. Honte? J'ai ri. Un rire amer. J'ai eu honte, Julien, pendant des semaines. Honte de m'être laissé humilier. Honte de ne pas avoir réagi plus tôt. J'ai redressé les épaules. Mais je n'ai plus honte, parce que je sais qui je suis, et je sais ce que je vaux. J'ai regardé Véronique droit dans les yeux. Vous pouvez me retirer ma fille, vous pouvez me faire passer pour folle, mais vous ne me retirerez jamais ma dignité. J'ai attrapé mon sac. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je suis partie. Dans le couloir, j'ai entendu Véronique dire, assez fort pour que je l'entende, « Vous voyez, cette femme est instable. » Puis des murmures approbateurs. J'ai refermé la porte derrière moi. Dans l'ascenseur, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de colère, de frustration, d'impuissance. Dehors, la nuit était tombée. J'ai marché longtemps, sans but. Les rues étaient désertes, les magasins fermés, la ville dormait. Moi, je marchais. Et je me demandais, qu'aurez-vous fait à ma place? Seriez-vous parti avec dignité ou auriez-vous continué à vous battre? Dites-moi. J'aimerais savoir. Finalement, épuisée, je suis rentrée chez moi. J'ai retiré ma robe, mes perles, ma broche.
Et je me suis assise dans le noir. J'avais perdu. Véronique avait gagné. Camille était perdue. Mais au moins, j'étais encore debout. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été les plus sombres de ma vie. Je ne sortais plus. Je ne répondais plus au téléphone. Je restais enfermée dans mon appartement, les rideaux tirés, regardant le plafond. Madame Bernier est venue frapper à ma porte plusieurs fois. Je ne lui ai pas ouvert. Elle a glissé des petits mots sous ma porte. « Élise, je suis là. Quand tu seras prête, n'oublie pas de manger. La vie continue, ma belle, même quand on croit qu'elle s'est arrêtée. Mais je n'étais pas prête. J'avais besoin de silence, de solitude, de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fille m'avait trahi, devant témoins, devant son mari, devant cette femme qui la manipulait. Elle avait choisi, et elle ne m'avait pas choisi. Cette pensée me poursuivait jour et nuit. Où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment une fille que j'ai élevée avec tant d'amour peut-elle me renier ainsi? Les questions tournaient en boucle, sans réponse. Le 10e jour, j'ai reçu un message. De Camille. Mon cœur a bondi. Malgré tout, j'ai ouvert le message, les mains tremblantes. « Maman, je pense qu'il vaut mieux qu'on ne se parle plus pendant un moment. J'ai besoin d'espace. S'il te plaît, respecte ça. » C'était tout. Pas de « je t'aime », pas de « je suis désolée ». Juste « j'ai besoin d'espace ». J'ai relu ce message 100 fois. Chaque mot était une lame. J'ai besoin d'espace. Traduction: je ne veux plus de toi dans ma vie. Respecte ça. Traduction: ne me contacte plus. J'ai posé le téléphone et j'ai pleuré. Pas ces pleurs silencieux et dignes. Non, j'ai pleuré comme on pleure quand on perd quelqu'un qu'on aime, avec tout le corps, avec toute l'âme, parce que c'était exactement ça. Je venais de perdre ma fille, pas physiquement, mais émotionnellement. Et c'était pire, parce qu'elle était quelque part, vivante, respirant, continuant sa vie, mais sans moi. Le lendemain, j'ai décidé de sortir. Rester enfermée ne servait à rien. Cela ne ramènerait pas Camille. Cela ne changerait rien. Alors j'ai pris une douche. J'ai mis une robe propre. J'ai attaché mes cheveux. Et je suis sortie. Le soleil était aveuglant après tant de jours dans le noir. J'ai marché jusqu'au jardin public. Je me suis assise sur mon banc habituel. Et j'ai regardé les gens vivre. Les enfants qui jouaient, les couples qui se promenaient, main dans la main, les grands-mères avec leurs petits-enfants. Tout ce que je n'aurais plus. C'est là que Madame Bernier m'a trouvée. Élise, je me suis retournée. Elle s'est assise à côté de moi sans rien dire. Nous sommes restées silencieuses un long moment. Puis, elle a posé sa main sur la mienne. Tu as survécu. À peine. C'est déjà beaucoup. J'ai essuyé mes larmes. Madame Bernier, j'ai tout perdu. Non, tu as perdu une bataille, pas la guerre. Quelle guerre? Camille a fait son choix. Un choix qu'elle regrettera. Comment pouvez-vous en être sûre? Parce que j'ai vu cette femme, Véronique, à l'œuvre. Et je connais son type. Madame Bernier s'est tournée vers moi. Les manipulateurs finissent toujours par se démasquer, Élise. Toujours. Parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller trop loin. Trop loin comment? En exigeant toujours plus. En resserrant toujours plus le contrôle. Jusqu'à ce que la personne sous leur emprise n'en puisse plus. Et vous pensez que Camille va craquer? Je pense que Camille va se réveiller. Un jour, quand elle aura touché le fond. Et si elle ne se réveille pas? Madame Bernier a soupiré. Alors elle vivra une vie qui n'est pas la sienne, et ce sera sa tragédie. Pas la tienne. J'ai baissé la tête. Mais elle restera ma fille. Oui, pour toujours. Nous sommes restés encore un moment en silence. Puis Madame Bernier m'a demandé « Tu as mangé aujourd'hui ?» « Non. »« Alors viens, je t'invite à déjeuner. » « Je n'ai pas faim. » « On ne mange pas seulement quand on a faim, on mange pour survivre. » Elle m'a prise par le bras et m'a relevée doucement. « Allez, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on avance. » Nous sommes allés au petit bistrot. J'ai mangé une salade, sans goût, mécaniquement. Mais j'ai mangé. Et c'était déjà ça. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre une routine. Me lever, m'habiller, sortir, marcher, lire, respirer, vivre. Mais tout était différent. Chaque instant était teinté de cette absence. Camille, Louise, elles étaient partout et nulle part. Dans les rires des enfants au parc, dans les mères et leurs filles qui déjeunaient ensemble en terrasse, dans les vitrines des magasins de jouets. Partout. Un matin de septembre, je suis allée au marché.
J'achetais des tomates quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Élise !» Je me suis retournée. C'était Claire, une ancienne collègue de Camille. Elles avaient travaillé ensemble il y a quelques années. « Claire ? Bonjour ? Bonjour ? Ça fait plaisir de te voir ?» Elle m'a embrassée. « Comment vas-tu ? Et Camille ?» Mon cœur s'est serré. Je vais bien. Camille aussi. Je ne l'ai pas vue depuis des mois. Qu'est-ce qu'elle devient ? Elle est très occupée. Tu sais, avec Louise, le travail... Elle travaille encore ? J'ai froncé les sourcils. Oui, bien sûr. Claire a eu l'air surprise. Ah bon ? Parce que j'ai croisé une ancienne collègue commune il y a quelques semaines, et elle m'a dit que Camille avait démissionné. Le monde s'est arrêté. Démissionné ? Oui, en juin. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Tu es sûre ? Oui. Pourquoi ? Tu n'étais pas au courant ? Non, on ne se parle pas beaucoup en ce moment. Claire a baissé la voix. Élise, est-ce que tout va bien ? Avec Camille ? Oui, tout va bien. Mensonge. Bon, écoute, si tu la vois, dis-lui que je pense à elle, et qu'elle peut m'appeler si elle veut. Je lui dirai. Merci Claire. Elle est partie. Je suis restée figée au milieu du marché, mon sac de tomates à la main. Camille avait démissionné, en juin, et elle ne me l'avait pas dit. Pourquoi ? Pourquoi aurait-elle quitté son travail ? Elle aimait son poste. Elle était fière de son indépendance financière, sauf si on lui avait demandé de le faire. J'ai senti un frisson me parcourir. Véronique, c'était forcément elle. Elle voulait que Camille soit entièrement dépendante. De Julien, d'elle, financièrement, émotionnellement, totalement. Et Camille avait accepté. Je suis rentrée chez moi, les jambes tremblantes. J'ai appelé Madame Bernier. Madame Bernier, je viens d'apprendre que Camille a démissionné de son travail. En juin. Quoi ? Oui. Et elle ne me l'a jamais dit. Mon Dieu, Élise, c'est grave, très grave. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que font les manipulateurs. Ils isolent leurs victimes. D'abord émotionnellement, puis financièrement, pour qu'elles ne puissent plus partir. Vous pensez que... Je pense que ta fille est en train de perdre toute autonomie. Et quand ça arrive... Elle a marqué une pause. Quand ça arrive, il est très difficile de s'en sortir. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que je peux faire ? Rien, tant qu'elle ne demande pas d'aide. Mais je ne peux pas rester sans rien faire. Tu n'as pas le choix, Élise. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. J'ai raccroché, le cœur lourd. Les semaines suivantes, j'ai essayé de me renseigner, discrètement. J'ai appelé d'autres anciennes collègues de Camille. Elles m'ont toutes confirmé la même chose. Camille avait démissionné brutalement, sans explication. Certaines avaient essayé de la contacter. Elle ne répondait pas. Elle s'était coupée de tout le monde, de ses amis, de ses collègues, de sa vie d'avant. Il ne lui restait plus que Julien et Véronique. Un soir d'octobre, j'étais assise dans mon salon quand j'ai entendu mon téléphone sonner. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. « Allô ? Madame Moreau ?» Une voix de femme. Jeune, nerveuse. « Oui. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Sophie. J'étais la meilleure amie de Camille. » Mon cœur a bondi. « Sophie ! Oui, je me souviens de vous. Madame Moreau, je suis désolée de vous appeler comme ça, mais je suis inquiète. Pour Camille. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'arrive plus à la joindre. Ça fait des mois. J'ai essayé de l'appeler, de lui écrire. Elle ne répond jamais. Depuis quand ? Depuis le mariage de Julien ? Non, même avant. Depuis qu'elle a rencontré sa belle-mère. Sophie a marqué une pause. Madame Moreau, je pense que Camille est contrôlée par cette femme. Moi aussi. Vous le pensez aussi ? Oui, mais je ne peux rien faire. Elle ne veut plus me parler. Moi non plus. Nous sommes restées silencieuses un moment. Sophie, est-ce que vous avez remarqué des changements chez Camille ? Oui, beaucoup. Lesquels ? Elle est devenue éteinte. Avant, elle riait tout le temps. Elle était pleine de vie. Maintenant, quand je l'ai croisée par hasard il y a quelques semaines, elle avait l'air vidée. Vidée ? Oui, comme si elle n'était plus vraiment là, comme si elle jouait un rôle. J'ai senti les larmes monter. Où l'avez-vous croisée ? Dans un supermarché, avec Louise. Je lui ai parlé. Elle a été froide, distante. Elle m'a dit qu'elle devait partir, que Julien l'attendait. C'est tout ? Non.
Avant de partir, elle m'a regardée et... Sophie s'est arrêtée, la voix brisée. Et quoi? Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle voulait me dire quelque chose. Mais elle ne pouvait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle avait peur, ou parce qu'elle ne savait plus comment demander de l'aide. Nous avons parlé encore quelques minutes. Puis Sophie m'a dit, « Madame Moreau, si Camille vous contacte un jour, dites-lui que je suis là, que je l'attends, que je ne la juge pas. Je lui dirai. Merci. » Elle a raccroché. Je suis restée assise, le téléphone à la main. Tout se confirmait. Camille était isolée, contrôlée, vidée de sa substance. Et moi, je ne pouvais rien faire, rien, sauf attendre. Attendre qu'elle se réveille, attendre qu'elle comprenne, attendre qu'elle ait le courage de partir. Mais combien de temps cela prendrait-il? Des mois? Des années? Peut-être jamais? Cette nuit-là, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'ai sorti la lettre de mon père. Je l'ai relue. La vie te mettra à l'épreuve. Les gens te décevront, même ceux que tu aimes le plus. Mais n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais ta dignité. J'ai serré la lettre contre mon cœur. Papa, j'essaie de tenir. Mais c'est si dur. Dehors, la pluie commençait à tomber. Une pluie d'automne, froide, obstinée. Et moi, dans ce salon vide, je me suis dit que la vie ressemblait à cette pluie. Elle tombait, parfois doucement, parfois violemment, mais toujours, elle finissait par laver, par purifier, par faire pousser. Et peut-être qu'un jour, cette pluie laverait aussi la douleur de ma fille, et elle reviendrait, ou pas. Mais au moins, j'aurais tenu, avec dignité, jusqu'au bout. L'automne a laissé place à l'hiver. Les jours ont raccourci. Les nuits se sont allongées. Paris s'est couvert de gris. Et moi, j'ai continué, un jour après l'autre, sans nouvelles de Camille, sans nouvelles de Louise. Juste le silence. Ce silence qui, avec le temps, était devenu presque supportable. Presque. Noël approchait. Les rues se paraient de lumière. Les vitrines scintillaient. Les gens couraient acheter des cadeaux. Moi, je regardais tout ça de loin, comme une spectatrice de ma propre vie. Le 20 décembre, Madame Bernier m'a invitée à déjeuner. « Élise, tu ne vas pas passer Noël seule. Viens chez moi. Ma fille et mes petits-enfants seront là. »« C'est gentil, Madame Bernier, mais je préfère rester chez moi. Tu ne peux pas t'enfermer éternellement. »« Je ne m'enferme pas. J'attends. »« Tu attends quoi ? » ?»« Je ne sais pas. Un signe. Quelque chose. » Elle m'a regardée avec tendresse. « D'accord. Mais promets-moi de m'appeler si tu as besoin. » Promis. Le 23 décembre, en fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô ? Madame Moreau ?» Une voix d'homme, grave, formelle. « Oui, je suis maître Duval, avocat. Je vous appelle au sujet de votre fille, Camille Moreau-Dufresne. » Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien? Elle va... Physiquement, oui, mais elle a besoin de vous. Besoin de moi? Oui, elle souhaite vous voir. De toute urgence. Pouvez-vous venir à mon cabinet demain matin? 10 heures? Demain? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Je préfère que ce soit elle qui vous explique. Il m'a donné l'adresse. Un cabinet dans le 8e arrondissement. Madame Moreau, venez seule, s'il vous plaît. C'est important. D'accord. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. 1000 scénarios tournaient dans ma tête. Camille était malade? Elle avait eu un accident? Elle voulait divorcer? Elle était en danger? Le lendemain matin, j'étais devant le cabinet à 9h45. Trop tôt. J'ai fait les 100 pas devant l'immeuble. À 10h pile, je suis entrée. Un ascenseur. 3e étage. Une secrétaire m'a accueillie. « Madame Moreau, Maître Duval vous attend. » Elle m'a conduite dans un bureau élégant. Bibliothèque en bois sombre, fauteuils en cuir. Vue sur les toits de Paris. Un homme d'une 50aine d'années s'est levé. « Madame Moreau, merci d'être venue. Bonjour, maître. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise, le cœur battant. « Où est Camille ? » Elle arrive. Elle voulait que je vous parle d'abord. Il s'est assis en face de moi. « Madame Moreau, votre fille est venue me voir il y a 3 jours. Elle souhaite entamer une procédure de divorce. » Le monde a basculé. Un divorce? Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il vaut mieux qu'elle vous l'explique elle-même. À ce moment, la porte s'est ouverte et Camille est entrée.
Mon cœur s'est brisé. Ma fille, elle avait maigri, énormément. Ses joues étaient creuses, ses yeux cernés, ses cheveux ternes, tirés en arrière. Elle portait un pull gris trop grand, un jean délavé. Elle ressemblait à une ombre. Maman. Sa voix était à peine audible. Je me suis levée d'un bond. Camille, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a baissé les yeux. Je peux te parler? Bien sûr, bien sûr. Maître Duval s'est levé. Je vous laisse. Prenez votre temps. Il est sorti, refermant la porte derrière lui. Nous sommes restés debout, face à face. Puis Camille a éclaté en sanglots. Je l'ai serrée dans mes bras. Fort. Elle tremblait. Tout son corps tremblait. Maman, pardon, pardon, pardon. Chut, ça va. Je suis là. J'ai été tellement... Elle n'arrivait pas à finir ses phrases. Je l'ai guidée vers un fauteuil. Nous nous sommes assises côte à côte. J'ai attendu qu'elle se calme. Puis, doucement, elle a commencé à parler. « Maman, tu avais raison. Pour tout. » Raison sur quoi? Sur Véronique, sur Julien, sur tout. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Après ce dîner, le dîner où tu es parti, Véronique m'a dit que c'était mieux comme ça, que tu étais toxique, que tu me manipulais. Camille, et je l'ai cru, parce que je voulais croire que tout était de ta faute, que si tu disparaissais, tout irait bien. Elle a secoué la tête. Mais ça n'a pas été mieux. Ça a été pire. Comment ça? Véronique, elle a commencé à tout contrôler. Elle me disait comment m'habiller, comment éduquer Louise, quoi manger, quoi dire. Mon Dieu. Elle me faisait des remarques constantes sur mon poids, sur mes cheveux, sur mes vêtements, devant Julien, devant ses amis. Camille a baissé la voix. Et Julien, il ne disait rien. Jamais. Il la laissait faire? Oui. Pire. Il prenait son parti. Quand je protestais, il me disait que j'étais trop sensible, que sa mère voulait juste m'aider. J'ai senti la colère monter. C'est pour ça que tu as démissionné? Elle m'a regardée, surprise. Tu es au courant? Oui. Elle m'a dit que je devais arrêter de travailler, que j'étais une mauvaise mère, que Louise souffrait de mes absences. C'est faux? Je sais. Maintenant je sais. Mais à l'époque, j'ai cru. J'ai démissionné. Elle a fermé les yeux. Et après ça, j'ai perdu toute indépendance. Tout l'argent venait de Julien. Donc, de Véronique. Elle t'a piégé. Oui. Camille a inspiré profondément. Maman, pendant des mois, j'ai essayé d'être parfaite, de faire tout ce qu'elle voulait. Mais ce n'était jamais assez. Elle trouvait toujours quelque chose à critiquer. Et Louise? Louise? Camille s'est remise à pleurer. Louise a commencé à avoir peur d'elle. Véronique était dure avec elle. Elle lui disait qu'elle était capricieuse, qu'elle devait apprendre à obéir. Comment peux-tu accepter ça? Je n'ai pas accepté. Camille a haussé le ton. C'est pour ça que je suis là. Elle a essuyé ses larmes rageusement. Il y a une semaine, Véronique a giflé Louise. Mon sang s'est glacé. Quoi? Louise avait renversé un verre de jus d'orange, par accident, et Véronique, elle l'a giflé, fort. Mon Dieu. Louise a pleuré, elle a crié, elle a appelé Mamie Élise. Camille m'a regardé, les yeux rouges. Et c'est là que j'ai compris. Compris quoi? Que j'étais en train de reproduire ce que tu avais vécu, cette humiliation, cette soumission, sauf que cette fois, ce n'était pas seulement moi qui souffrais. C'était ma fille. Elle a pris ma main. Et je me suis souvenu de toi, de ce jour où tu es revenu avec le titre de propriété, de ta dignité, de ton courage. Les larmes coulaient sur ses joues. Tu as défendu ta dignité. Moi, je n'ai même pas défendu ma propre fille. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai pris Louise et je suis partie. Partie où? Chez Sophie, mon amie, celle qui m'avait appelé des centaines de fois. Elle t'a accueilli? Oui, sans poser de questions, sans me juger. Camille a serré ma main. Et là, elle m'a montré tous les messages qu'elle m'avait envoyés. Tous ceux que je n'avais jamais lus parce que Julien avait accès à mon téléphone. Il lisait tes messages? Oui. Véronique lui avait dit de le faire, pour me protéger des mauvaises influences. J'ai fermé les yeux. Camille, maman, j'ai été aveugle. Tellement aveugle. Non, tu as été manipulée. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te défendre ce soir-là. C'est fini maintenant? Non, ce n'est pas fini. Elle a redressé les épaules. Julien et Véronique me menacent. Ils disent que si je divorce,
Ils vont demander la garde de Louise, qu'ils vont prouver que je suis une mauvaise mère, instable. Ils ne peuvent pas faire ça. Si, Véronique connaît des juges, des avocats, elle a de l'argent, du pouvoir. Et alors, je me suis levée. Et alors, ils peuvent se battre. Mais nous aussi. Nous? Oui, nous, toi, moi, et Maître Duval. J'ai pris le visage de Camille entre mes mains. Ma chérie, tu n'es plus seule. Tu ne l'as jamais été. Elle a éclaté en sanglots encore une fois. Je ne mérite pas ton pardon. Tu es ma fille. Tu n'as pas besoin de mériter mon pardon. Tu l'as déjà. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pendant de longues minutes, puis Maître Duval est revenu. Mesdames, je suis désolée d'interrompre, mais nous devons parler stratégie. Nous nous sommes assises. Madame Moreau, il s'est tourné vers moi. Votre fille m'a parlé de vous, de votre salon. Mon salon? Oui, celui qui vous appartient depuis 3 générations. Oui. Et alors? Camille m'a dit que Julien et sa mère prétendaient que ce salon appartenait à la famille Dufresne, qu'ils l'avaient investi, qu'ils y organisaient des événements. C'est faux, ce salon est à moi. Vous avez les documents? Oui, tous. Parfait. Parce que si Camille obtient le divorce, elle pourra demander une pension alimentaire. Et prouver que la famille Dufresne n'a aucun droit sur vos biens sera crucial. Il a ouvert un dossier. J'ai aussi besoin de témoignages. Des gens qui ont vu comment Madame Dufresne traitait Camille. J'ai des noms, j'ai dit. Des anciennes collègues, des amis, des voisins. Excellent. Il s'est tourné vers Camille. Madame, vous allez devoir être forte. Cette procédure va être difficile. Ils vont essayer de vous déstabiliser, de vous faire passer pour folle, instable. Je sais, mais vous avez un avantage. Lequel? Vous avez la vérité. Et vous avez votre mère. Il m'a regardé. Madame Moreau, votre témoignage sera décisif. Vous avez vécu la même chose. Vous avez résisté. Vous êtes crédible. J'ai hoché la tête. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Nous avons parlé encore 1 heure. De la procédure, des délais, des risques. Puis Camille et moi sommes sortis ensemble. Dehors, il neigeait. De gros flocons blancs tombaient doucement sur Paris. Camille a levé les yeux vers le ciel. « Maman, où est-ce qu'on va maintenant? On rentre chez nous. » « Chez nous? Oui, au salon, à l'appartement, là où tu as grandi. Mais, Louise est chez Sophie? Oui. Alors va la chercher. Et ramenez vos affaires. Vous habitez avec moi maintenant. Maman, pas de discussion. C'est chez toi. Ça l'a toujours été. Camille m'a serré dans ses bras. Merci. Ne me remercie pas. Protège ta fille. C'est tout ce qui compte. Nous nous sommes séparés. Camille est partie chercher Louise. Moi, je suis rentrée préparer l'appartement. J'ai ouvert la chambre de Camille, celle qui n'avait pas changé depuis son départ. Son lit, son bureau, ses livres, tout était là, comme si elle n'était jamais partie. J'ai ouvert les fenêtres pour aérer. Puis, j'ai préparé du thé, et j'ai attendu. 2 heures plus tard, la porte s'est ouverte. « Mamie !» Louise a couru vers moi. Je l'ai soulevée dans mes bras. « Mon trésor, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mamie. » Je l'ai serrée fort, si fort. Camille est entrée derrière elle, 2 valises à la main. Elle avait l'air épuisée, mais apaisée. « Bienvenue à la maison », j'ai dit. Elle a souri, un vrai sourire, pour la première fois depuis des mois. Ce soir-là, nous avons dîné toutes les 3. Une soupe, du pain, du fromage. Rien de compliqué, mais c'était le plus beau repas de ma vie. Louise racontait son école, ses amis, ses dessins. Camille souriait, écoutait, respirait. Après le dîner, j'ai couché Louise dans l'ancienne chambre de Camille. Elle s'est endormie presque immédiatement, son ours en peluche contre elle. Camille et moi sommes restés dans le salon. « Maman, qu'est-ce qui va se passer maintenant? » « Je ne sais pas, mais on va se battre. Et si on perd, on ne perdra pas. Comment peux-tu en être sûre? Parce que la vérité finit toujours par gagner. Toujours. » J'ai pris sa main. Véronique a cru qu'elle pouvait tout contrôler. Toi, Julien, la situation. Mais elle a fait une erreur. Laquelle? Elle est allée trop loin. Elle a touché à Louise. J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Et quand on touche à un enfant, on réveille la mère. Camille a souri. Tu as raison. Nous sommes restées silencieuses un moment. Puis elle a dit, « Maman, merci de ne pas m'avoir abandonnée. Jamais, jamais je ne t'abandonnerai. » Cette nuit-là, je me suis couchée le cœur léger. Pour la première fois depuis des mois, ma fille était revenue.
pas physiquement seulement, émotionnellement. Elle s'était réveillée. Et maintenant, c'était au tour de Véronique de comprendre qu'on ne détruit pas une famille sans conséquence, que la vie a sa propre justice, lente, silencieuse, mais implacable. 6 mois ont passé. 6 mois de bataille juridique, de déposition, de témoignages, 6 mois difficiles, mais aussi 6 mois de reconstruction. Camille, Louise et moi vivions ensemble dans l'appartement au-dessus du salon. C'était parfois compliqué, 3 générations sous un même toit, mais c'était aussi juste. Chaque matin, je réveillais Louise pour l'école. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, tartines beurrées, chocolat chaud, conversations sur les rêves de la nuit. Camille avait retrouvé du travail, un poste dans une petite association, moins prestigieux que son ancien emploi, mais elle le faisait avec le cœur. Elle redevenait elle-même, petit à petit. Ses joues avaient repris des couleurs, ses yeux brillaient à nouveau. Son rire, ce rire que je n'avais plus entendu depuis si longtemps, résonnait dans l'appartement. Louise aussi allait mieux. Elle ne faisait plus de cauchemars, elle ne sursautait plus quand on haussait la voix. Elle redevenait l'enfant joyeuse qu'elle avait toujours été. La procédure de divorce avançait lentement. Julien et Véronique se battaient. Évidemment, ils avaient engagé les meilleurs avocats, mobilisé leur relation, fait pression. Mais Maître Duval était excellent. Et surtout, nous avions la vérité de notre côté. Les témoignages s'accumulaient. Sophie avait témoigné. Des anciennes collègues de Camille aussi. Madame Bernier, Marguerite, même Claire. Tous racontèrent la même chose. Le changement radical de Camille après son mariage. Son isolement progressif, sa soumission et l'emprise évidente de Véronique sur toute la famille. En mars, il y a eu une audience importante. Nous devions toutes les deux témoigner, Camille et moi. J'étais nerveuse, terriblement nerveuse. Mais Camille m'avait dit la veille, « Maman, dis juste la vérité. C'est tout ce qu'on te demande. » Le jour de l'audience, nous sommes arrivés au tribunal ensemble. Maître Duval nous attendait. « Courage, mesdames. Soyez calmes, soyez dignes. » Nous sommes entrés dans la salle. C'était une grande pièce froide. Boiserie sombre, lumière grise. Julien était là, avec ses avocats. Véronique aussi. Elle était assise au premier rang, droite comme un piquet, vêtue d'un tailleur noir. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a fixé avec ce mépris que je connaissais trop bien. Mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardée, calmement. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de l'inquiétude. Elle sentait que les choses lui échappaient. L'audience a commencé. Camille a témoigné en premier. Elle a raconté tout, les humiliations, le contrôle, l'isolement, la gifle à Louise. Sa voix tremblait parfois, mais elle tenait bon. Les avocats de Julien ont essayé de la déstabiliser. « Madame, n'est-il pas vrai que vous souffriez de dépression ? Non. Que vous aviez des antécédents de comportement instable ? Non. Que vous avez quitté votre mari sans raison valable ? J'ai quitté mon mari parce que sa mère a frappé ma fille. C'est une raison plus que valable. » Le juge a pris des notes. Puis ce fut mon tour. On m'a appelé à la barre. J'ai juré de dire la vérité. Et j'ai parlé. J'ai raconté le dîner d'anniversaire de Louise, le café, l'insulte, le silence de Camille, mon départ du salon avec le titre de propriété, puis le dîner piège chez Véronique, l'humiliation, le déni collectif. J'ai raconté les mois de silence, l'isolement de Camille, sa démission forcée. J'ai raconté tout, sans colère, sans haine, juste les faits. L'avocat de Julien s'est levé. « Madame Moreau, n'est-il pas vrai que vous avez toujours été jalouse de la famille Dufresne ? Non. Que vous ne supportiez pas que votre fille ait une vie meilleure que la vôtre ? Ma fille n'avait pas une vie meilleure. Elle avait une vie contrôlée. Vous prétendez que Madame Dufresne vous a insulté. Pourtant, personne n'a confirmé vos dires, parce que tout le monde avait peur d'elle. Comme ma fille. Vous accusez Madame Dufresne sans preuve. J'ai la preuve de ce que j'ai vécu, et la preuve de ce que ma fille a vécu. J'ai regardé le juge. Monsieur le juge, je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour protéger ma petite fille, pour que ce qu'elle a vécu ne se reproduise plus jamais. Le juge a hoché la tête. Merci, Madame Moreau. Je suis retournée m'asseoir. Camille m'a serré la main. Tu as été parfaite, elle a murmuré. Puis ce fut au tour de Véronique de témoigner. Elle s'est levée, impeccable, confiante. Elle a tout nié. Je n'ai jamais frappé cet enfant. Je n'ai jamais insulté Élise Moreau.
Je n'ai jamais contrôlé ma belle-fille. Je suis une grand-mère aimante, une belle-mère attentionnée. Elle parlait avec assurance, avec autorité. Mais quelque chose avait changé. Le juge ne la regardait plus avec déférence. Il la regardait avec scepticisme. Et quand son propre avocat a essayé de minimiser la gifle à Louise en disant « c'était juste une correction éducative », le juge a froncé les sourcils. Une correction éducative? Sur un enfant de 8 ans? Monsieur le juge, les enfants ont besoin de discipline, pas de violence. Le ton était sans appel. L'audience s'est terminée. Nous devions attendre la décision du juge. Plusieurs semaines. En sortant du tribunal, Véronique est passée près de nous. Elle s'est arrêtée, m'a regardée. Vous croyez avoir gagné, Élise, mais vous avez juste détruit votre propre fille. Non, j'ai sauvé ma fille. De vous. Vous regretterez. Non, c'est vous qui regrettez déjà. Elle a eu un mouvement de recul, imperceptible. Mais j'ai vu. Puis elle est partie. Julien derrière elle. Camille m'a pris le bras. Viens, maman, rentrons. Les semaines d'attente ont été longues. Nous vivions dans une sorte de suspension. Mais nous étions ensemble. Et c'était déjà beaucoup. Un soir d'avril, Louise et moi faisions ses devoirs à la table de la cuisine. Elle dessinait une maison, avec des fleurs et 3 personnages. C'est qui, ma puce? C'est toi, maman, et moi. Et c'est où? Ici, chez nous. Elle a levé les yeux vers moi. Mamie, on va rester ici pour toujours? Tu veux rester ici? Oui, j'aime bien être avec toi. Mon cœur s'est gonflé. Alors on restera, aussi longtemps que tu voudras. Elle a souri et a continué son dessin. Plus tard, quand Louise dormait, Camille et moi avons parlé. Maman, je me demande parfois si tout ça en vaut la peine. Qu'est-ce qui te fait douter? La bataille, le procès, les avocats. Elle a soupiré. Parfois, je me dis que j'aurais pu juste partir, tout quitter, recommencer ailleurs. C'est ce que tu voulais faire? Je ne sais pas. Peut-être. Camille, regarde-moi. Elle a levé les yeux. Tu ne te bats pas juste pour toi. Tu te bats pour Louise, pour qu'elle grandisse en sachant qu'on ne doit jamais accepter d'être maltraitée, que la dignité n'est pas négociable. Comme tu me l'as montré. Oui, comme ma mère me l'a montré, et comme sa mère avant elle. J'ai pris sa main. Nous sommes une lignée de femmes fortes, Camille. Nous plions parfois, mais nous ne rompons pas. Elle a souri. Tu as raison. Au début du mois de mai, Maître Duval nous a appelés. Mesdames, le juge a rendu sa décision. Mon cœur s'est emballé. Et le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Julien Dufresne. Camille a poussé un cri de soulagement. La garde de Louise est confiée à Camille. Julien aura un droit de visite surveillé. Surveillé? Oui. Le juge a estimé que la famille Dufresne présentait un risque pour l'équilibre de l'enfant. Et la pension? Julien devra verser une pension alimentaire conséquente. Le juge a aussi ordonné qu'il rembourse les sommes que Camille avait investies dans leur vie commune. C'est fini? C'est fini? Vous avez gagné? Nous avons pleuré. De joie, de soulagement, d'épuisement. C'était terminé. Le lendemain, nous avons organisé une petite fête. Juste nous 3. Plus Madame Bernier, Sophie et quelques proches. Nous avons mangé, ri, célébré. Louise ne comprenait pas tout, mais elle voyait que sa mère souriait. Et ça lui suffisait. En fin de soirée, quand les invités sont partis, j'ai sorti une bouteille de champagne que j'avais gardée depuis des années. Camille et moi, nous sommes assises sur le balcon. La nuit était douce. Paris scintillait en contrebas. « Maman, est-ce que tu as des nouvelles de Véronique ?»« Non. Pourquoi ?» Sophie m'a dit qu'elle l'avait croisée la semaine dernière, au marché. Et elle avait l'air vieille, fatigue, seule. Camille a bu une gorgée de champagne. Sophie a dit qu'elle portait des sacs lourds, qu'elle avait du mal à marcher, que personne ne l'aidait. Où était Julien? Je ne sais pas. Apparemment, ils se parlent à peine. Le jugement l'a humilié. Il lui en veut. J'ai regardé le ciel étoilé. Tu sais, Camille, je n'ai jamais souhaité de mal à cette femme. Vraiment? Vraiment. Je voulais juste qu'elle arrête de faire du mal. Et maintenant? Maintenant, elle récolte ce qu'elle a semé. J'ai tourné mon regard vers ma fille. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Les gens qui sèment la cruauté finissent seuls. Les gens qui sèment l'amour finissent entourés. C'est vrai. Nous sommes restées silencieuses un moment. Puis Camille a dit « Maman, je ne te l'ai jamais vraiment dit. Mais merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir renoncé à moi.
même quand je t'ai rejeté, même quand je t'ai trahi. Tu es ma fille, on ne renonce pas à ses enfants. Certaines mères le font, pas moi. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je veux devenir une mère comme toi. Tu l'es déjà. Nous sommes restés là, toutes les deux, regardant la ville dormir, et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru, à cette femme humiliée lors d'un anniversaire d'enfant, à cette grand-mère qu'on avait voulu effacer, à cette mère qui avait perdu sa fille pendant des mois. Et maintenant j'étais là, entière, debout, avec ma fille, ma petite fille, ma famille. Les semaines suivantes, nous avons appris des choses, par des connaissances communes, par des rumeurs. Julien avait quitté l'entreprise où il travaillait, celle où sa mère l'avait placé. Il avait rompu les ponts avec Véronique. Il vivait seul maintenant, dans un petit appartement, loin du prestige d'avant. Véronique, elle, s'était retirée. Elle ne sortait plus, ne voyait plus personne. Ses anciennes amies l'avaient abandonnée, une par une, parce qu'elles avaient compris qui elle était vraiment. Une femme qui contrôlait, qui manipulait, qui détruisait, et personne ne voulait plus être près d'elle. Elle était seule, complètement seule, dans son grand appartement du 7e arrondissement, avec ses meubles Louis XVI, ses tableaux, ses perles noires, tout ce luxe qui ne servait à rien, parce qu'il n'y avait personne pour le partager. Un jour de juin, Madame Bernier m'a raconté quelque chose. « Élise, tu te souviens de mon amie qui travaille dans le milieu juridique ?»« Oui. » Elle m'a dit qu'elle avait croisé Véronique dans un couloir de tribunal. Pourquoi faire? Elle était là pour une autre affaire. Un ancien employé qu'elle avait licencié l'avait poursuivi pour harcèlement moral. Et elle a perdu. Elle doit payer des dommages et intérêts. Et sa réputation, elle est détruite. Madame Bernier m'a regardée. Tu vois, Élise, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai souri. Oui, je le vois. Aujourd'hui, nous sommes en juillet. 1 an après ce fameux anniversaire. 1 an après le café. L'insulte, l'humiliation. Camille a repris confiance en elle. Elle a même été promue dans son association. Louise est épanouie. Elle parle de son père parfois, sans rancune, juste avec une certaine distance. Et moi, je vis, pleinement. Je ne passe plus mes journées à attendre un appel. Je ne pleure plus la nuit. Je ne me sens plus seule, parce que j'ai compris quelque chose. On ne perd jamais vraiment les gens qu'on aime. On les perd temporairement. Mais si l'amour est vrai, ils reviennent. Toujours. Ce matin, j'ai reçu un message de Julien. « Élise, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, mais je voulais vous dire que j'ai compris. Vous aviez raison. Surtout, je suis désolée. Pour tout. Si un jour vous pouvez pardonner, je serai là. » J'ai montré le message à Camille. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je pense qu'il a compris. Trop tard, mais il a compris. Tu vas lui répondre? Non, pas maintenant. Peut-être un jour. Pour Louise, mais pas maintenant. C'est ton choix. Elle a souri. Oui, mon choix. Ce soir, nous sommes toutes les 3 sur le balcon. Louise dessine, Camille lit. Moi, je regarde le ciel. Et je pense à vous, à toutes ces personnes qui m'écoutent, à toutes ces femmes qui vivent des situations similaires, qui se font humilier, qui se taisent, qui perdent leur dignité petit à petit. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seule, vous n'êtes pas folle, et vous méritez le respect. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens, parce que la vie nous apprend toujours. Elle nous apprend que le silence n'est pas la paix, que la soumission n'est pas l'amour, que la dignité ne se négocie pas. Et surtout, elle nous apprend que ceux qui sèment la cruauté finissent toujours par récolter la solitude, tandis que ceux qui sèment l'amour récoltent la vie. Je touche ma broche en argent, celle que mon père m'a offerte il y a 53 ans. Tiens-toi droite, Élise, toujours. Oui, papa, je me tiens droite, et je continuerai, toujours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.